Bonjour à tous. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Je n'étais pas très bon à l'écrit et pas très bon à l'oral. Bonjour à tous et merci aux organisateurs de ce colloque pour l'invitation. Je ne suis pas enseignant-chercheur, mais un architecte paysagiste praticien qui donne des cours d'initiation au projet dans une école de la nature et du paysage à Blois, dont je suis le directeur jusqu'en juin. Mes propos sur l'espace public se font donc sur mon expérience professionnelle de praticien et d'enseignant et emprunteront des chemins qui sont peut-être trop éloignés de la rigueur et du sérieux d'une démonstration universitaire, et j'en appelle donc à votre mansuétude. Pour parler de l'espace public, c'est le mot d'usure qui, pour moi, s'est imposé, et c'est ce mot qui structurera mon exposé. Il est à prendre dans ses acceptions diverses de fatigue, mais aussi de patine ou de taux d'usurier. En effet, les termes d'espace public, à force d'être employés et déclamés à tort et à travers, me semblent devenir de plus en plus vains, de plus en plus creux. Ce constat pose la question de l'état de santé de nos cités démocratiques, et cette usure serait le symptôme d'un espace public malade qui mérite réflexion. Mais cette maladie est-elle si grave, à vrai dire? N'est-ce pas plutôt la manifestation d'une société hypocondriaque qui aime à s'exhiber dans sa plainte et sa crainte pour ainsi tenter d'exister? Et de façon plus insidieuse, n'assistons pas plutôt à une transmutation de l'espace public vers un temps et un espace d'une autre nature, peut-être encore inouïe ou inaudible aujourd'hui? Cette usure du sens que subit l'espace public a comme conséquence le fait que son apostrophe et sa remise en cause répétée indiqueraient inexorablement sa disparition ou sa métamorphose. Il y aurait comme un écart et une tension entre, d'une part, ce que l'espace public devrait être et ce que l'on eût voulu qu'il soit, et d'autre part, ce qu'il n'est désormais plus et ce que l'on se plaint à déplorer en lui. J'illustrerai cet exposé sur l'usure de l'espace public par 3 références de films qui sont 3 allégories cinématographiques très hétéroclites de cette usure dans ses différentes formes, que je vais ensuite développer en commentant 3 citations. Le film de Federico Fellini, Fellini Roma, date de 1972. C'est un hymne que le cinéaste fait à sa ville et à ses habitants, composé de touches successives, tour à tour satirique et poétique. Il y clame son amour pour sa cité romaine. Un tunnelier aux formes monstrueuses d'insectes grignote le souterrain de la ville éternelle dans le but de construire un métro. Soudain, une cavité est découverte et l'air s'engouffre puissamment. Stupéfaction, on découvre un palais couvert de fresques antiques montrant les Romains de l'époque qui semblent nous observer interrogatifs. Puis, tout aussi brusquement, subissant la corruption du souffle nouveau, les personnages peints disparaissent un à jamais. C'est une archive fugitive, une apparition-disparition. La fabrication de la ville et de l'espace public procède par destruction et reconstruction. L'usure de l'espace public se comprend comme le grattage d'un palimpseste pour effacer du parchemin l'ancienne écriture et y écrire de nouveau. Mais il s'agit d'un effacement plus mental que physique, d'une amnésie particulière. C'est pour cela que j'insiste sur le regard des personnages peints. Il me semble que l'espace public constitue ce lieu particulier où ce qui a disparu nous regarde encore, manifestant tout à la fois un effacement et une présence. Et cette forme d'usure de l'espace public me fait penser à l'usure de l'archive. Le film de Peter Weir, The Truman Show, date de 1998. C'est le temps en direct d'une émission de télévision suivie par des millions de téléspectateurs. Cette émission a pour argument de faire vivre en temps réel, la vie d'un homme dont on suit l'existence jour après jour depuis sa naissance. Tout le monde le sait sauf lui. Il est emprisonné dans un gigantesque décor, peuplé d'une myriade de figurants dans une orchestration méticuleuse
et suivant une mise en scène hors du monde. Mais malgré la perfection de cette machinerie télévisuelle, le héros, malgré lui, découvre la supercherie. Son voilier transperce la toile de fond représentant l'horizon d'un ciel bleu. Un escalier surgit du trompe-l'œil et après un court dialogue avec le réalisateur de l'émission, son créateur, il décide de quitter The Truman Show. C'est une représentation, un show, où le voyeurisme et la surveillance servent de moteur à l'expression et au déroulement d'une vie humaine qui finalement s'évade. Je pense que l'espace public ressemble de plus en plus à un décor de reality show en direct à la télévision. Les écrans sont partout, les connexions illimitées, les caméras de surveillance ou de sécurité espionnent sans interruption de programme. Aujourd'hui, les images se multiplient et pour ne pas se sentir exclu de cette outrance numérique, chacun se plie au jeu de son autopromotion permanente via les réseaux sociaux. Le film montre des regards des spectateurs qui suivent l'émission du Truman Show comme hypnotisés et hébétés au moment où le héros décide de s'affranchir de son créateur. Prenez un bus ou un métro, voire un trottoir, il est difficile d'y croiser des regards. Les têtes sont rivées au téléphone mobile en grande indifférence aux alentours. Paradoxe d'une mise en scène de la communication qui vise à nous rassembler dans une communauté planétaire comblée et de notre pratique de l'espace public quotidien comme disjoncté. Il y a une modification de la perception de l'espace et du temps qui s'est accélérée et le monde ressemble désormais à la retransmission d'une télévision jamais éteinte. Cette forme d'usure touche davantage l'idée même du bien commun dont l'espace public est le contenu et le contenant. Nos façons de vivre l'espace public, sous l'effet d'une modification de notre perception du temps et de l'espace, divertissent notre vivre ensemble, et cette distraction constitue une autre forme d'usure de l'espace public plus inquiétante. Le film Le Grand Soir de Benoît Delépine et Gustave Kerven date de 2012. Il raconte l'histoire de deux frères, l'un punk et marginal et l'autre vendeur de literie et intégré. Ils évoluent dans une zone commerciale de partout et de nulle part, comme nous en connaissons tous, faite de grandes surfaces aux enseignes criardes avec d'immenses parkings. Dans ce monde parfait de la consommation, peu à peu et de façon sardonique, tout va se déglinguant. Les grosses lettres de marque des enseignes sont détournées par les protagonistes pour écrire à flanc de colline, ce message « We are not dead ». Nous voilà plongés dans l'ambiance d'une zone commerciale, concentrationnaire et consumériste. Une autre usure va poindre, l'usure de l'usurier. Après la communication universelle et la surveillance immédiate, apparaissent les intérêts usuriers et abusifs conditionnant nos achats et nos pratiques quotidiennes. Et le discount et la disruption font bon ménage pour faire accroire qu'une zone commerciale est un espace public où le vivre ensemble atteindrait son acmé et dans lequel le bien commun pourrait avoir sa cote au CAC 40. Ici, l'usure de l'espace public et l'usure de l'usurier. L'espace public devient univoque, celui d'un système économique hégémonique adossé consubstantiellement à la croissance. Une croissance toujours promue alors que notre poids démographique, le partage plus équitable des richesses et l'épuisement à terme de nos ressources devraient nous inciter à tendre à plus de frugalité et à engager la décroissance. Et peut-être que n'étant plus inféodés à un tel système économique de croissance, pourrions-nous aller vers une reconfiguration d'un espace public où le bien commun retrouverait toute sa place et tout son temps. La première citation que je vais faire est extraite d'un livre d'Arlette Farge, qu'elle consacre à son domaine de prédilection en tant qu'historienne, l'étude des archives. Alors, l'archive devient possiblement un défi au sens que nous voulions par avance donner aux événements, déplacement par rapport à toutes les tentatives de théorisation globalisante. Je la ressens comme le surgissement d'existence qui offre du surplus de savoir pour peu qu'on admette
que cela vienne transformer les règles apprises d'évolution du social. L'archive est toujours une déflagration dont le sens n'est jamais acquis une fois pour toutes. Dans ce cas, elle n'est ni fidélité à la réalité, ni totalement représentative d'elle, mais elle joue un rôle dans ce réel, elle intervient comme différence, écart par rapport à d'autres énoncés possibles. Elle n'est point vérité, mais amorce d'une vérité, éclat de sens, entretenant le plus grand nombre de rapports possibles avec la réalité. Exceptionnelle, elle n'est jamais normale. C'est dans son excès de normalité ou dans son déficit par rapport à elle que l'archive permet de retrouver des morceaux du réel qui autrement se perdraient dans la terre trop labourée de notre savoir. Il me semble que l'on pourrait dans cet extrait sans problème remplacer le mot archive par le mot espace public et que la nature profonde de l'espace public est en substance celle de l'archive. La notion de déflagration transposée à l'espace public permet d'envisager celui-ci comme une amorce de vérité. L'espace public peut osciller entre un excès de normalité ou dans ce déficit par rapport à elle, permettant de retrouver des morceaux du réel. Mais pour retrouver, il faut également perdre. Et on pourrait pousser le paradoxe en faisant le constat d'une éloquence de l'espace public qui résiderait dans son aptitude à dire toujours ce qui n'est plus. C'est cette absolue hybridation entre ce qui a été, ce qui est et ce qui sera qui fait sens, le sens à la fois flagrant et caché de l'espace public. L'usure ne serait pas à entendre dans ce cas comme une disparition, mais plutôt comme une sorte de patine. Je prends le mot patine pour faire image, une patine qu'on apprécie envers des meubles ou des outils anciens, car leur charme tient dans l'appréhension à travers eux de tant de vies révolues qui les ont entretenus et manipulés. Cette usure de l'espace public, ce sera ma première hypothèse, constitue une archive formidable qui met continuellement en tension émergence et effacement, existence et disparition. La deuxième citation est issue de La machine de vision de Paul Virilio. Le titre renvoie au thème quasi obsessionnel de l'auteur à propos de l'accélération et de la vitesse des différentes technologies liées aux images et à leur propagation, ayant pour conséquence une mutation des représentations. Ces vitesses et accélérations se manifestent notamment à propos des technologies et des recherches de l'armement, dont le but est la mise au point d'engins de guerre, dont l'auteur fait l'observation critique. C'est ici que se joue désormais la stratégie de la dissuasion, stratégie des leurres, des contre-mesures électroniques et autres. La vérité non plus masquée mais abolie, c'est celle de l'image réelle, image de l'espace réel de l'objet, de l'engin observé, au profit d'une image télévisée en direct ou plus exactement en temps réel. Ce qui est faux ici, ce n'est plus tellement l'espace des choses, mais le temps présent des objets militaires qui servent finalement à menacer plus qu'à combattre effectivement. Aux trois temps, passé, présent, futur, de l'action décisive, se substituent subrepticement deux temps, le temps réel et le temps différé. L'avenir ayant disparu d'une part dans la programmation des ordinateurs, de l'autre dans le faussement de ce temps prétendument réel qui contient à la fois une partie du présent et une partie du futur immédiat. En effet, lorsque l'on aperçoit au radar ou en vidéo un engin menaçant en temps réel, le présent médiatisé par la console d'affichage contient déjà le futur de l'arrivée prochaine du projectile sur la cible. Puisque la question de l'image et du paysage intrinsèquement se tissent l'une avec l'autre et que l'espace public procède de et par des représentations, une autre question, celle de la perception de l'espace public, devient alors essentielle. Or, ce sont nos modalités de perception actuelles de ces représentations qu'il conviendrait d'interroger, en soulignant que notre perception du temps subit l'altération, voire dégradation d'un temps devenu réel, autrement dit direct et incessant. Et l'objectif induit par cette nouvelle perception vise justement à interdire toute idée d'usure ou de patine, à l'inverse de ce qui a été précédemment évoqué, au profit d'un espace sans aspérité, ouvert 24 heures sur 24 et neuf à jamais.
Il s'ensuit le paradoxe d'une vision de plus en plus confuse de l'espace et du temps, alors que vont s'exacerbant les canaux de communication, la précision de l'image numérique, l'ubiquité immédiate des réseaux sociaux. En effet, nos écrans et autres GPS, l'ensemble des technologies performantes, créent une espèce de dépendance et d'accoutumance. Nos états de manque vont croissant, comme si nous regardions davantage le doigt montrant le chemin que le chemin lui-même. On subit l'emprise d'une géolocalisation totalisante en simultané, rendant obsolète toute autre diffusion, sinon en différé du genius loci. Pour le dire autrement, le genius loci semble devoir céder sa place et son temps, comme en relégation vers un régime de temps et d'espace aux perceptions révolues. Il n'est donc plus jamais directement accessible dans ce temps réel ou télévisuel dont nous venons de parler. Ce genius loci demeure dans un temps désuet, voire nostalgique, qui a déjà joué sa représentation dont nous ne pouvons jouir qu'en différé. Bien sûr, le domaine de prédilection de Paul Virilio associe étroitement l'image de la guerre et la guerre des images. Et ce livre a été écrit il y a 30 ans, au moment où l'intelligence artificielle commençait à peine sa croissance exponentielle. Force est de constater que notre perception de l'espace public est désormais empreinte d'un état d'urgence permanent et sans fin. Notre liberté de mouvement se trouve conditionnée à l'obligation d'une traçabilité et d'une vérification immédiate. Une normalité nouvelle de l'accès à l'espace public à pair, où celui-ci n'est possible qu'à condition d'être badgé ou répertorié. La première urgence est de savoir vite si vous pouvez être là et si votre présence est autorisable. L'usure de l'espace public s'exprime là, de façon critiquable, par l'instauration d'un climax, ce sera ma seconde hypothèse, issue de perceptions perturbées du temps et de l'espace. Ce phénomène met en place une sorte d'insomnie permanente, continuellement, sous la menace d'une catastrophe ou d'un attentat à vivre et à venir en live. D'un espace public heureux ou malheureux dans lequel adviennent certes des conflits et leurs règlements, on glisserait désormais vers un espace public dans lequel la menace et la surveillance deviendraient la raison d'un vivre ensemble qui sonne de plus en plus faux au fur et à mesure qu'il est exhorté. À titre d'exemple, certaines comédies de la démocratie participative menées par de grandes agglomérations produisent, sous le déguisement de concertation, la réalisation de jardins partagés, où l'on a plutôt le sentiment d'une privatisation de l'espace public au relent clientéliste. Aucune marge d'innovation et de liberté d'action. Les initiatives d'habitants sont d'abord suspectées au nom de la sécurité. Dans le même esprit, on pourrait stigmatiser les nombreux forums ouverts à tous dans les galeries marchandes où des biens culturels font leur promotion au moyen de rencontres, alors qu'au même moment, les enseignements de l'éducation nationale liés à l'art et à la culture régressent. Le troisième passage que j'invoque est tiré d'un ouvrage de Jean-Christophe Bailly, dans lequel celui-ci interroge la philosophie et l'histoire de l'art pour mieux saisir les conditions d'avènement de l'image depuis la Grèce ancienne et par là la naissance de l'esthétique occidentale. Je m'explique, malgré toutes les figures qui le soutiennent, la cité n'est pas un cœur, ou en tout cas n'est pas qu'un cœur. Et c'est encore dans l'économique de Xénophon que nous allons trouver la pierre d'angle. Ayant achevé son éloge du rangement, Ishomak signale en effet, avec une extraordinaire simplicité, un cas d'espèce qui vient dérégler le tableau jusque-là presque parfait de l'harmonie des choses. Ce cas d'espèce, c'est évidemment l'homme lui-même. Si l'on envoie, nous est-il expliqué, un esclave chercher un produit quelconque à l'agora, il le trouvera sans difficulté, puisque ce produit se trouve à une place déterminée. Par contre, si c'est d'un homme que tu es en quête, même s'il te cherche parfois de son côté, il peut arriver souvent qu'on renonce avant de le trouver, et la seule raison en est, c'est moi qui souligne, Jean-Christophe Bailly, qu'il n'existe pas d'endroit déterminé où on doit attendre. Ainsi donc, dans le merveilleux panorama ordonné de Xénophon, où il semble que la cité, qui elle aussi a des lieux déterminés pour toute chose, réponde à l'ordre qui règne dans la maison, quelque chose manque à l'appel, et ce quelque chose ou ce quelqu'un n'est pas rien, c'est l'homme lui-même, autrement dit le matériau même de la cité, que la cité pourtant devrait assembler.
Et en face de cette mobilité fondamentale qui soustrait l'homme lui-même au rangement qui pourtant il organise, c'est comme si Xénophon, sans en proprement parler la pensée, prévoyait la difficulté, l'aporie du politique. La remarque ultime d'Ishoma, que Socrate, qui la rapporte, ne commente pas, fait l'effet d'une chute dans le réel. La cité ne peut pas vivre en étant purement et simplement rangée. Il y a dans la vie même une marge aléatoire dont les hommes disposent. Et c'est précisément cette marge qui fait que la démocratie, quand bien même sa figure idéale serait celle d'un cœur dansant en cercle, n'est pas un tel cercle, n'est pas un tel cœur. Ce qu'elle arrange et arrange, c'est l'espace, mais un espace tel que tous les rendez-vous n'y soient pas pris d'avance. Cet extrait me permet d'envisager une troisième hypothèse plus philosophique qui met en évidence une espèce de fatalité de l'espace public, mais une fatalité heureuse qui, à l'inverse de l'hypothèse précédente, n'est pas fondée sur la menace. Cette fatalité de l'espace public, c'est l'aléa de l'homme et de sa liberté, l'imprévisibilité de la vie humaine. En effet, si l'espace public n'a de cesse de servir d'organisation et d'attribution des arrangements entre les êtres et les choses, on observe que l'homme, par et pour sa liberté d'homme, sort en tant que tel de cet assemblage, car il n'existe pas d'endroit déterminé où on doit attendre. Et l'aporie du politique, à savoir la difficulté du politique à être dans l'espace public de la cité, constituerait donc cet épuisement exigeant et vivant où il s'agit d'accepter à la fois l'usure de l'espace public et la possibilité d'une liberté à l'intérieur de lui. Cette usure de l'espace public est donc un mal nécessaire et il s'agit de veiller avant tout à en comprendre l'histoire et la géographie. En effet, notre intelligence de cette érosion ou usure peut nous permettre de continuer à lire la géomorphologie de nos sociétés démocratiques. Si les modifications de notre perception spatio-temporelle contrecarrent notre capacité à comprendre cette usure, ou pire la nient, on doit redouter une disjonction pouvant atteindre l'idée même du bien commun sans que nous puissions nous en rendre compte. Pour tenter de synthétiser, nous avons en première hypothèse l'espace public comme archive et par là en lien étroit avec le temps et son usure. En deuxième hypothèse, nous avons l'espace public actuel comme représentation d'un temps dit réel, voyeur, où le fait d'être vu et de voir passe par le filtre d'écran de contrôle et usant l'idée du vivre ensemble. Puis, en troisième hypothèse, nous avons l'espace public comme figure paradoxale du politique, où la liberté de l'homme s'exprime encore et toujours et se présente par-delà tout assignement ou assignation. Les espaces publics font leitmotiv de beaucoup d'appels d'offres de marchés publics et d'appels à contribution de colloques universitaires. Ils cristalliseraient la quintessence du vivre ensemble qui pourtant, tel l'horizon reculant plus on s'en approche, s'éloigne de nous. Les espaces publics auxquels s'adjoignent tour à tour des épithètes qualificatifs exacerbés, citoyens, durables, éco-responsables, genrés, biodivers et tutti quanti, paraissent s'effacer comme si leur désignation emphatique signait concomitamment leur inexorable insignifiance. Beaucoup d'énoncés de programmation d'aménagement d'espaces publics attribuent et décrètent péremptoirement des qualités et des ambitions à ceux-ci. Or, on constate la difficulté du politique à rendre tangible et palpable l'idée d'un vivre ensemble, et la conception, par exemple, des espaces extérieurs paraît glisser d'un art urbain vers la mise en place d'une signalétique bavarde faussement concertée. Sans doute, la patiente acuité du sociologue permet de saisir les nouveaux contours, les nouvelles limites et bordures entre ce qui distinguerait l'espace public et l'espace privé. Et peut-être faudrait-il aussi recourir aux spécialistes du cerveau humain, psychologues, psychiatres, neurologues, pour mieux saisir les métamorphoses à l'œuvre dans nos espaces mentaux et ainsi celles des réalités, virtualités, fantasmes et rêves qui s'y animent. De façon plus factuelle, constatons que la locution d'espace public fait florès dans nos sociétés démocratiques, alors que s'enquisteraient simultanément des difficultés de plus en plus grandes de cohabitation et de cohésion sociale. D'un côté, il y aurait ces délitements avérés de l'espace public, mais d'un autre côté, il y aurait aussi des analyses à faire et à mesurer de notre réalité afin de relativiser la gravité de cette dégradation. En effet,
à l'aune de notre histoire sociale et de ses conflits, il y aurait sans doute à apprendre et à réfléchir en prenant garde à l'injonction récurrente et toujours à l'œuvre du « c'était mieux avant ». Si l'on considère que l'espace physique et mental de l'architecture, du paysage et de la ville s'attache à révéler l'espace public, c'est bien grâce aux espaces publics que l'idée du bien commun a cherché et cherche encore à persévérer et à se perpétuer. Les dégradations ne seraient pas tant avec ostentation dans les espaces publics en tant que tels, mais bien plutôt dans l'altération ou l'érosion surnoise que subit l'idée du bien commun, conséquemment à la modification de perception du temps dans l'espace public. Actuellement, le travail sur le paysage est un travail qui s'attache foncièrement à l'espace public, considérant les dynamiques de nos territoires comme notre bien commun. Cet espace public de paysage prend sens par les emboîtements de plusieurs échelles, spatiales et temporelles, mettant en jeu des dimensions écologiques, culturelles, sociétales, toujours en mouvement. C'est aussi par l'espace public que les écarts, les distances et les différences entre les êtres et les choses peuvent se ménager, autorisant leur avènement et coexistence, même si cela est désormais sous-tendu par un nouveau régime d'images numériques et télévisuelles modifiant perception et représentation. Qui dit espace public dit usage, qui dit usage dit une forme de projet. Ce projet est une sorte d'alliage entre un savoir-vivre et un vivre-savoir. Le premier terme désignerait des conventions sociales et une sorte de convention explicite entre les individus. Le second terme, quant à lui implicite, attribue un rôle à l'espace public tout à la fois matriciel et anonyme. Matriciel dans le sens où le vivre-savoir de l'espace public correspondrait génétiquement à l'espace de naissance de nos démocraties. Infini palimpseste et mis en abîme. Anonyme dans le sens où le projet de l'espace public est un projet où toutes les ruses, machinations, hasards ou destins peuvent advenir sans assignation ni prédestination. Chacun pour ce qu'il est, sait son droit et sa liberté à vivre l'espace public, et ce savoir-là ne doit pas mourir. Ainsi, l'espace public, par son ouverture, porte la générosité du bonheur, du moins sa promesse ou projection. C'est grâce à l'espace public que chacun de nous sait faire vivre son aptitude à la liberté. C'est une manière d'absolu vers lequel l'âme de l'espace public aime attendre en dépit des discriminations sociales et économiques qui, bien sûr, toujours et encore s'y reproduisent. L'espace public se doit être à la fois rangé et dérangeable, réglable et déréglé. C'est parce que le projet de l'espace public porte en lui cette capacité à accueillir ces contradictions qu'il est précieux et vivant. Les signes qui nous alarment sur son état de santé interpellent directement le politique. Cependant, faisons le constat que cette usure doit se comprendre comme inhérente à la nature même de l'espace public. Un espace public qui fait reflet, image et paysage de nos sociétés démocratiques. L'usure de l'espace public est, de mon point de vue, certes le signe de difficulté, mais elle est tout autant la manifestation d'un projet en chantier pour le bien commun qu'il ne faut pas perdre de vue. Pour finir par un clin d'œil, je vous propose l'image d'une statue de Hermès, le dieu grec du commerce et de l'éloquence, le dieu des carrefours et des routes, des voyageurs, mais aussi des voleurs, le dieu de l'espace public en somme. Je vous remercie pour votre attention.